pratiquement à la mise en liberté provisoire de 16 présumés coupables impliqués dans l'affaire de bébés importés. Précision dans un instant. Ouverture ce matin du Conseil national extraordinaire du MNSD Nassara, un conseil placé sous le signe de la réunification du parti. Nous aurons un invité sur cette question. Et puis l'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre ses 20 ans, année de maturité qui a permis à l'UEMOA de faire le bilan de ses projets et programmes en faveur du Niger. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, a animé ce matin un point de presse. À travers ce point de presse, Marou Amadou a apporté certains éclaircissements sur la mise en liberté provisoire de 16 personnes impliquées dans l'affaire dite de bébés importés. Marou Amadou est également revenu sur le cas de l'épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. On l'écoute. Il s'agit naturellement de la question dite de supposition de bébé qui, après l'arrêt de mise en liberté provisoire de certaines personnes dans ce dossier, hier 25 novembre 2014, continue en dépit des éclaircissements peut-être très techniques du procureur général près la cour d'appel de Niamey, n'a pas fini de faire des vagues. Et cela, je crois, essentiellement pour deux raisons. La première, on se demande pourquoi cette décision est-elle tombée juste au lendemain du remplacement de M. Hama Amadou à la tête de l'Assemblée nationale. La deuxième question majeure, pourquoi Mme Hama Amadou Hadiza, elle, continue de garder prison alors que certains de ses co-détenus dans la même affaire ont bénéficié de liberté provisoire hier. Que globalement cette affaire est politique, comme ils l'ont toujours pensé et clamé, que le régime est derrière cette mascarade, s'empresse-t-il de conclure. À ces interrogations comme à ces conclusions, je voudrais dire 2 à 3 choses que je confirme. Je persiste à dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre les 2 événements du 24 novembre et du 25 novembre, c'est-à-dire l'élection de M. Amadou Salifou au perchoir de l'Assemblée nationale et la mise en liberté provisoire de certaines personnes dans le dossier de supposition d'enfants. Que cette question, et il faut le croire, la décision d'hier 25 novembre ne relève ni du parquet, a fortiori du gouvernement. Qui plus est, et je voulais le rappeler ici, le parquet s'est opposé à cette mise en liberté provisoire, d'autant que pour le ministère public, cette affaire reste gravissime et n'a pas cessé de causer un trouble grave et persistant à l'ordre public, sans compter que l'affaire est presque bouclée et sera incessamment jugée. Et du reste, il faut qu'au Niger, et une bonne fois pour toutes, on s'entend sur une chose. Liberté provisoire n'est pas relaxe. Elle n'est pas une liberté définitive. Car pour ceux qui l'ignorent, vraiment pour ceux qui l'ignorent, après le jugement de cette affaire, ceux qui seront condamnés, comme vous savez, c'est un délit pour lequel les personnes prévenues peuvent être condamnées à plusieurs années d'emprisonnement. Alors, à ma connaissance, les personnes qui sont dans ce dossier n'ont pas fait 1 an d'emprisonnement. Si donc, après jugement, ces personnes sont reconnues coupables et condamnées à des peines d'emprisonnement supérieures au temps qu'ils ont passé en prison, ces gens-là retourneront en prison pour purger le reste de leur peine.
Voilà, vous suivrez d'ailleurs l'intégralité de ce point de presse en partie magazine de ce journal. Autre fait de l'actualité, le mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara a ouvert ce matin au palais du 29G de Niamey son conseil national extraordinaire, un conseil placé sous le signe de la réunification du parti qui permettra justement aux conseillers de mieux se préparer pour le congrès ordinaire. On fait le point avec Isidore Banaba et Issa Hassan. 4 ans après le conseil national tenu à Tilaberi, le secrétaire général du mouvement national pour une société de développement, MNSD Nassara, convoque ce conseil national extraordinaire en vue d'amorcer le processus d'unification du parti soumis depuis août 2013 à rude épreuve suite à la décision de certains militants du parti de siéger au sein du gouvernement d'union nationale. Dans un discours d'une quarantaine de minutes, Albade Abouba est revenu sur les péripéties qui ont emmaillé la vie du parti avant de conclure que le MNSD Nassara est au bord de l'abîme. Tout semble indiquer que le président du parti tente de procéder à une épuration systématique afin d'éliminer ou de faire éliminer tous les militants qui l'ont publiquement et définitivement désavoué, quitte à plonger irrémédiablement le parti dans le chaos. L'atmosphère délétère qui prévaut au sein du MNSD Nassara apparaît comme volontairement et méthodiquement créée et entretenue pour renforcer le clivage entre les militants. Pour donc arrêter cette descente aux enfers, le secrétaire général a appelé les militants à mettre en place des structures crédibles susceptibles d'impulser à nouveau le parti MNSD au sommet de la scène politique nigérienne. Il nous faudra alors, sur la base de nos textes fondamentaux et à notre pratique en la matière, doter les organes et les structures de personnes crédibles et responsables qui incarnent les valeurs du parti et qui reflètent le choix véritable des militants à la base. Nous sommes donc tenus, pour ne pas dérouter nos militants sincères et de bonne foi, de procéder à cette opération en appliquant correctement les dispositions statutaires et réglementaires. Pour le président de la section MNSD Nassara de la région de Niamey, le cadre idéal devant permettre de trouver le remède aux maux qui mène le parti est bel et bien ce conseil national extraordinaire. Le conseil national, qui, comme vous le savez, est une instance statutaire du parti et pour ainsi dire la phase ultime de régulation et de contrôle du fonctionnement démocratique de notre parti. Se tenant à 72 heures après l'élection de Amadou Salifou à la présidence de l'Assemblée nationale, l'ouverture du Conseil national a été pour ses camarades une occasion de lui adresser les félicitations. Qu'il me soit également permis de saluer la brillante élection à la présidence de l'Assemblée nationale de l'honorable Amadou Salifou, président de la section MNSD Nassara de Niamey, à qui j'adresse nos chaleureuses félicitations, nos souhaits de succès. Le Conseil national extraordinaire va durer 48 heures et permettra aux différentes délégations venues de 8 régions de poser les jalons de la réunification du mouvement national pour une société de développement MNSD Nassara. Voilà, je l'ai lancé tantôt, un invité sur ce plateau. Il s'agit de Moussa Keita, militant du MNSD Nassara. Monsieur Moussa Keita, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Keita, le MNSD Nassara, le mouvement national pour la société de développement, a ouvert ce matin son conseil national extraordinaire. Dans quel contexte se tient justement, est organisé justement ce conseil? Je remercie Dunia pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer par rapport au Conseil national extraordinaire convoqué par le SG du parti, M. Albade Abouba. Ce conseil a été convoqué par rapport à l'article 66 du règlement intérieur et l'article 120 du règlement intérieur. L'article 120 du règlement intérieur dit ceci: le président du parti peut convoquer le conseil national.
le Conseil national extraordinaire peut être convoqué à la majorité absolue des conseils. Donc c'est ce qui s'est passé. Ceux qui pensent que le SG n'a pas ces prérogatives, ils n'ont qu'à lire l'article 66 du règlement intérieur qui est très clair là-dessus. Donc il a convoqué ce conseil parce que je vous rappelle que le président du parti a convoqué le congrès pour le 29 et 30 novembre 2014. C'est-à-dire, avant d'aller au congrès, il y a déjà une situation créée par le président du parti. Et ce conseil maintenant est appelé pour, si vous voulez, c'est le tribunal du parti qui doit maintenant départager le deux camps. Donc nous avons jugé, il aurait dû convoquer ce conseil à longtemps que de nous laisser perdre du temps à la justice, parce que la justice ne veut pas régler un problème politique. Donc c'est le parti, les instances du parti et les militants du parti qui peuvent décider du sort des militants du parti, pas un individu. Donc le secrétaire général a ses prérogatives et il a convoqué ce conseil conformément à l'article 66 et 120 du règlement intérieur. Monsieur Keita, justement, le thème central de ces assises est la réunification du parti. Pourquoi le choix de ce thème et est-ce à dire que le MNSD Nassara est véritablement divisé? Rachida, vous allez constater, ça fait plus d'un an, on a un président qui se met à donner des lettres d'avertissement. Je vous rappelle, c'est un opérateur économique qui pense que c'est toujours une entreprise qui dirige, qui se met à donner des demandes d'explication, des exclusions, des suspensions. Le texte, le parti, c'est un parti politique. Donc, le premier responsable du parti ne respecte pas le texte du parti. Je pense que c'est dommage. Pour revenir à ma question, est-ce que le MNSD est divisé aujourd'hui? Le MNSD n'est pas divisé. Il y a une crise et ce conseil est là pour mettre fin à cette crise. Le conseil est là pour dire entre nous et le sieur Seyni qui a violé les textes. Et je vous assure que vous serez édifiés à travers ce conseil extraordinaire, ce conseil national extraordinaire convoqué conformément à l'article 66 et 120 du règlement intérieur. Monsieur Keita, je rappelle que vous êtes militant du MNSD Nassara. Ces assises sont le processus qui conduira, comme vous venez de le dire, à la tenue du congrès ordinaire du parti les 29 et 30 novembre prochains. Oui. C'est bien cela. Est-ce que le triptyque auquel votre parti est fidèle, je parle de la consultation, de la concertation, de la participation, sera respecté du moment où il risquerait justement d'avoir deux congrès, celui convoqué par Albadi Abouba, que d'ailleurs vous soutenez, et Seyni Oumarou? Seyni a convoqué un congrès pour le 29 et 30 novembre. Revenons justement sur ces dates, oui. Et nous avons respecté ces dates. C'est le Conseil national extraordinaire qui a été convoqué. Vous voyez. Et le congrès aussi, nous irons au congrès qu'il a convoqué. Maintenant, le Conseil va déterminer réellement ce qui s'est passé, si réellement le MNSD est à l'opposition, si réellement sur le MNSD, si c'est la décision du 25 juillet 2013 qui doit être respectée par tout un chacun. Et je crois que nous serons édifiés à partir de demain. Des deux ailes, je parle bien sûr de elle, Albadi Abouba, et elle, Seyni Oumarou, qui jouit véritablement du soutien, de la disponibilité, pourquoi pas, sans faille des militants. Je refuse, il n'y a pas d'aide. Il y a des dissidents qui sont là pour leurs propres intérêts. C'est qui les dissidents? Les dissidents, c'est Seyni Oumarou, qui a demandé la primature pour sa propre personne, pour son intérêt personnel. Et pour cela, nous disons non, et nous allons prendre toutes nos responsabilités pour amener la sérénité et la cohésion au sein de notre parti. Monsieur Keita, ce congrès sera-t-il véritablement légitime et légal? Vous parlez de dissidents. Non, mais vous voyez, je vous dis, nous respectons les textes. Et je vous ai cité des articles. Et je profite de votre micro pour attirer l'attention des militants de faire beaucoup attention. Il y a deux textes actuellement qui circulent dans la ville de Niamey. Le vrai est paraphé par le SG du parti depuis le congrès de Zender. Et ce texte est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Il y a un autre texte, un faux, où il y a eu des articles qui ont été modifiés. Et ces textes sont à l'image du président actuel, habitué à faire du faux. Excusez-moi. Donc, ces textes ne sont pas valables. Il faut se référer aux textes paraphés par le SG. Votre dernier mot, M. Keita? Mon dernier mot, mon souhait, c'est
d'aller à un congrès uni et fort. Et pour cela, le Conseil national doit prendre toutes ses responsabilités pour mettre fin définitivement à une crise qui a assez duré. Merci beaucoup, M. Keïta. Avant de nous séparer, je rappelle que vous êtes militant du MNSD Nassara. La suite de ce journal, ouverture hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la réunion annuelle des coordonnateurs et partenaires du réseau Rollback Malaria en présence de la première dame du Niger, Aïssata Issoufou. Objectif, examiner et planifier les activités de lutte contre le paludisme dans 16 pays de l'Afrique. On fait le point avec Mariam Soumana et son beau amour. Le paludisme continue d'être un véritable problème de santé publique en Afrique. C'est donc pour combattre cette maladie qui constitue l'une des premières causes de mortalité infantile que 15 pays membres de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie conjuguent leurs efforts à travers le réseau Rollback Malaria de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger a ainsi l'honneur d'abriter la réunion annuelle des coordonnateurs et partenaires du réseau WORM, en présence de la première dame Aïssata Issoufou, marraine de la lutte contre le paludisme au Niger. L'objectif de cette réunion étant d'examiner et de planifier les activités de lutte contre le paludisme dans les 16 pays concernés. Le partenariat Rollback Malaria est un partenariat mondial pour la lutte contre le paludisme et que ce partenariat, initié au départ par l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, USAID et la Banque mondiale, au cœur s'est joint dans la suite d'autres partenaires, dont les pays donataires, les instituts de recherche, les ONG, les fondations et le secteur privé. Tous ces partenaires sont représentés dans notre réseau. Occasion pour le chef des files des partenaires de brosser la situation du paludisme au Niger. Il n'est plus à démontrer non plus que le paludisme entrave fortement la croissance économique des pays en occasionnant de nombreuses pertes de journées de travail et d'importants frais pour les soins médicaux, venant ainsi grever les charges déjà éprouvées des ménages. D'après le système d'information sanitaire, le paludisme représente la première cause de morbidité et de consultation au Niger, avec 4 300 000 consultations, dont près de 2 700 000 consultations chez les enfants de moins de 5 ans. La première dame Aïssata Issoufou, marraine de la lutte contre le paludisme au Niger, a pour sa part réaffirmé son engagement et celui du président de la République à œuvrer inlassablement dans la lutte contre le paludisme. Ma présence à cette rencontre traduit tout l'intérêt que je porte à la santé de la mère et de l'enfant en général et à la lutte contre le paludisme en particulier. Comme vous le savez, le Niger, à l'instar des autres pays africains, paye le lourd tribut du paludisme. Pour faire face à cette situation préoccupante, la lutte contre le paludisme constitue un des acteurs prioritaires du programme de la Fondation Gourivi Meilleur que j'ai l'honneur de présider. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de la Santé publique a souligné que le paludisme reste un grand défi auquel les pays doivent faire face. C'est pourquoi Mano Agali estime que l'implication de tous les acteurs s'avère nécessaire. La santé est un facteur sans lequel aucun développement n'est possible. C'est une richesse à laquelle tout être humain aspire et qu'il souhaite conserver à tout prix. Elle n'est pas l'affaire des seuls agents du secteur de la santé, mais l'affaire de toutes et de tous. La préservation du meilleur état de santé nécessite donc d'énormes sacrifices, non seulement de la part des professionnels de la santé, mais aussi des gouvernements, des partenaires au développement, du secteur privé, de la société civile et des populations. 5 jours durant, les participants à cette réunion vont discuter sur les voies et moyens visant à renforcer le réseau Rollback Malaria, mais aussi et surtout de partager leurs expériences en vue de bouter le paludisme hors de l'Afrique. Puis l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, fête cette année ses 20 ans d'existence. À cette occasion, une journée d'information a été initiée ce matin par la commission UEMOA. Objectif, faire le point de l'état d'avancement des projets et programmes de l'UEMOA en faveur du Niger. Youssouf Omar, Jamil Omoro,
pour le compte rendu. 1994-2014, l'Union économique et monétaire ouest-africaine fête ses 20 ans d'existence. L'instrument par excellence d'intégration à travers sa commission représentative a bien voulu faire un point sur le suivi de ses projets et programmes au bénéfice du Niger. Je suis heureux de constater avec vous que nos 44 projets et programmes que nous suivons au Niger pour un financement global de plus de 53 milliards s'exécutent dans de bonnes conditions. Qui plus est, ces projets et programmes s'insèrent parfaitement dans le programme de développement économique et social du Niger 2012-2015, dont ils contribuent aux axes stratégiques 2, 3, 4 et 5. Pour accélérer la mise en œuvre des 10 projets, je sais que des efforts doivent être faits par la Commission en ce qui concerne la célérité dans les procédures. À cet égard, je puis vous dire que la Commission est en train de mettre en place un nouveau dispositif visant la simplification des règles, notamment en ce qui concerne la délivrance des avis de non-objection. L'environnement, le commerce, la santé, l'agriculture, l'élevage, la liste est longue. Tous les secteurs économiques sont pris en compte dans les projets et programmes de l'UEMOA. Quelques-uns sont à ce jour opérationnels. Les meneurs des projets l'ont confirmé. Sur la question épineuse, est-ce que tous les objectifs de ce vaste programme de l'UEMOA seront atteints dans les délais prévus? Serine Mbake répond. Nous espérons nous pensons que tous nos objectifs seront atteints. Et nous pensons que le salut de nos pays, c'est dans l'intégration. Aucun pays seul ne pourra y arriver. Il faudrait qu'ensemble, nous puissions avancer dans le processus d'intégration et justement à travers des projets structurants comme les infrastructures, comme l'énergie, comme la sécurité alimentaire. Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal, Togo, voilà les pays membres de l'UEMOA qui ont le franc CFA en commun. La suite de ce journal rencontre ce matin dans l'auditorium Sani Bakou au ministère des Affaires étrangères sur la restitution de l'expertise collégiale sur le développement du lac Tchad. Une rencontre co-organisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et l'Institut de Recherche et de Développement IRD. Compte rendu, Moukala Zoulou. Cette rencontre sur la restitution de l'expertise collégiale sur le développement du lac Tchad se tient à l'occasion du 50e de la commission du bassin du lac Tchad et doit permettre à l'Institut de recherche pour le développement d'évoquer les circonstances ayant conduit à la réalisation de l'expertise collégiale sur le développement du lac Tchad. Dans son mot introductif, le directeur de l'IRD Niger, après avoir dégagé les problématiques liées à la ressource en eau de surface et souterraine, a fait une brève présentation de la collaboration de son institution et le ministère de l'Hydraulique. À titre d'illustration, je voudrais rappeler une collaboration récente avec le ministère en charge de l'hydraulique. Je voudrais ici parler de l'organisation en octobre 2011 d'un séminaire tripartite Afrique-France-Brésil sur le thème de la désertification et du développement durable. Cette cérémonie avait été placée sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou. Et ce séminaire du lac Tchad et de sa population riveraine. Le représentant de l'ambassadeur de France au Niger prenant la parole est revenu sur l'importance de cette expertise. L'expertise est partie d'une liste de questions prioritaires définies lors d'un atelier réunissant les agents de la CBLT, les points focaux représentant les États membres et l'équipe de l'IRD chargée d'animer le processus. Elle s'est également appuyée sur un collège d'experts pluridisciplinaires comprenant des chercheurs des 4 pays riverains du lac, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, et leurs homologues français de l'IRD et du CIRAD. Le directeur de cabinet du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement procédant à l'ouverture des travaux de cette rencontre s'est longuement apaisanti sur l'historique de la création de la commission du bassin du lac Tchad. Cette commission est née de la vision et la profonde volonté politique de 4 pères fondateurs, à savoir son Excellence M. Amadou Ahidjo, président du Cameroun, son Excellence Amani Diori, président du Niger, son Excellence Aboubakar Tafewa Tabelewa, président de la République fédérale du Nigeria, et son Excellence M. François Tombalbaye, président du Tchad,
Et ces imminentes personnalités ont vite voulu traduire la réalité à la fois et la prise en compte des problématiques liées à la gestion de cet important plan d'eau douce sur le continent africain et au monde, et le souci d'œuvrer de manière harmonieuse et collective au développement socio-économique des parties de leurs territoires respectifs bordant le lac Tchad. C'est ainsi que ces grands visionnaires signèrent le 22 mai 1964 la convention de Fort-Lamy portant création de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Il s'agira pour les participants au cours de ces assises de rédiger une synthèse des connaissances et des contraintes liées à la gestion du lac Tchad et de définir un modèle de planification pour la gestion de l'eau. La ministre de la Population a procédé hier après-midi au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2014, un rapport qui présente d'ailleurs la situation de la population du Niger et les défis auxquels les jeunes font face. Le compte-rendu est signé Halimatou Abdou et Soumaïla Dandi. À travers la présente cérémonie, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant procède ainsi au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2014, placé sous le thème « Le pouvoir de 1,8 milliard, les adolescents, les jeunes et la transformation du futur ». Cette rencontre se veut un cadre d'échange et de partage sur la problématique des jeunes, surtout les filles qui sont souvent victimes de violences dans la société. Présente à cette rencontre, la représentante de l'UNFPA, après avoir fait l'état de la dividende démographique dans le monde, a signalé que le Niger a connu des avancées significatives dans ce domaine compte tenu de la diminution de la mortalité infantile. Cependant, beaucoup reste à faire dans plusieurs domaines pour atteindre ces objectifs, car le Niger est l'un des pays qui a le taux le plus élevé de mariage précoce avec 39%. Et 73% des enfants sont déscolarisés. Au Niger, parmi d'autres défis, il y a la question du mariage précoce. Je donne l'exemple de Mariama Abdoulaye qui a 14 ans, qui est déjà mariée et qui a failli mourir. Elle est atteinte d'une fistule obstétricale. 67% des mariages forcés des enfants, le Niger a le taux le plus élevé de mariage forcé des enfants. Un autre défi qu'a le Niger, c'est le défi de l'éducation, comme je l'ai dit, à travers le monde. Mais au niveau du Niger, il y a un cas particulier, puisque 73% des filles de 15 à 19 ans au Niger ne savent ni lire ni écrire. La ministre de la Population procédant au lancement du rapport a réaffirmé que la question des jeunes filles et des adolescents a toujours été au centre des préoccupations des autorités de la 7e République et cela se traduit par des actions concrètes réalisées dans plusieurs domaines. Pour faire face aux défis liés aux questions d'adolescents et jeunes dans notre pays, plusieurs actions ont été initiées par les autorités politiques et on peut citer entre autres l'adoption d'une loi sur la santé de la reproduction qui favorise l'accès aux services de santé de la reproduction, y compris les adolescents et les jeunes. L'élaboration de 2 plans de développement sanitaire pour la période 2005-2010 et pour la période 2011-2015, qui mettent un accent particulier sur la santé reproductive et sexuelle des jeunes et adolescents. L'élaboration d'un programme national de la santé de la reproduction et d'une feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l'élaboration d'une stratégie nationale d'information, d'éducation et de communication dans le domaine de la santé de la reproduction qui tient compte des spécificités des jeunes et des adolescents. Aussi, pour répondre aux besoins et aspirations des jeunes et adolescents, plusieurs réalisations au plan institutionnel ont également été enregistrées, à savoir la définition et l'adoption d'une politique et d'une charte nationale de la jeunesse, la mise en place d'un Conseil national de la jeunesse, la mise en place d'un Parlement des jeunes composé de représentants de toutes les régions, l'élaboration d'un programme de protection des jeunes, l'élaboration d'un programme d'insertion socio-économique des jeunes. Par ailleurs, notre département ministériel, avec l'appui des partenaires au développement, a mené plusieurs actions d'information, sensibilisation et conscientisation des populations
en particulier sur les conséquences des mariages précoces et les avantages de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école. Les débats entrepris lors de cette rencontre ont été très riches et ont permis aux participants d'approfondir certains aspects du thème en lien avec la situation du Niger. Les jeunes sont les clés du succès des objectifs du développement durable d'un pays, a-t-on coutume de dire. C'est pourquoi il importe de mettre les jeunes et les adolescents au centre du développement et de prendre en compte leurs besoins et aspirations dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques de notre pays. Justement, ouverture ce matin au gouvernorat de Niamey de l'atelier régional Dialogue Pays sur la lutte contre la tuberculose et le paludisme, un atelier portant sur le choix des priorités pour les notes conceptuelles tuberculose et paludisme. On fait le point avec notre stagiaire Oumourou Amadou et Sombozamou. Initié par le Conseil national de coordination multisectorielle des activités de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, cet atelier s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial de lutte contre le paludisme et la tuberculose au Niger. C'est donc un rendez-vous du donner et du recevoir qui permettra de trouver des stratégies adéquates visant à éradiquer ces maladies. Le CCM, c'est le Conseil national de coordination multisectorielle de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. Cet atelier régional que nous appelons Dialogue Pays est un atelier pour que tous les gens concernés, la société civile, le gouvernement, les populations clés, les personnes vivant avec la maladie, les ONG internationales et nationales, qu'on se retrouve pour discuter des priorités nationales concernant la lutte contre le paludisme et la tuberculose. Parce que sur le sida, ça a été déjà fait. Aujourd'hui, c'est sur la tuberculose et le paludisme. L'atelier Dialogue Pays est un souci constant de recherche du consensus dans l'identification des priorités nationales, résultant du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial. Comme quoi, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Paludisme et tuberculose constituent l'objet de la présente rencontre. À l'instar du VIH, ces deux maladies, c'est-à-dire la tuberculose et le palud, sont la cause d'une charge de morbidité élevée, freinant ainsi le développement harmonieux de notre pays. À titre de rappel, en 2013, 2 616 271 cas avec 2070 décès chez les enfants de moins de 5 ans dus au paludisme ont été notifiés au niveau national. La région de Niamey, à l'instar du reste du pays, n'est pas épargnée par ces fléaux. 334 015 cas avec 500 décès liés au paludisme notifiés au niveau des formations sanitaires, dont 171 334 cas chez les enfants de moins de 5 ans en 2013. Cette préoccupation a amené les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Mohamed Issouf, président de la République, chef de l'État, a considéré l'amélioration de l'accès des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, aux services de santé comme un des axes majeurs du programme de Renaissance. Mesdames, Messieurs, en tenant comme promis les présentes assises sur la définition des priorités et gaps de notre région en matière de lutte contre le palud et la tuberculose, nous ne pouvons que remercier une fois de plus le CCM Niger pour cette importante initiative. Compte tenu de la gravité de ces maladies qui font des milliers de victimes dans le monde, le CCM appelle les partenaires techniques et financiers, la société civile à s'impliquer davantage dans cette lutte. Et puis dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de l'accès durable aux services d'hygiène et d'assainissement de base des populations défavorisées de la zone urbaine et périurbaine de la commune Niamey 2, la Fondation Action contre la faim a initié une caravane marketing social et assainissement hier matin au quartier Kwaratagi. Objectif, outiller la population sur les techniques d'hygiène et d'assainissement. Le compte rendu est signé Seni Mekilo Jibril et Boubacar Imaran Mega.
Cette scène est produite au quartier Kwaratadji par la Fondation Action contre la faim Espagne ACFE en partenariat avec l'ONG Rayuar Karkara dans le cadre de la caravane marketing social et assainissement. Une initiative qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet renforcement de l'accès durable aux services d'hygiène et d'assainissement de base des populations défavorisées du 2e arrondissement communal de Niamey. Cette activité rentre dans le cadre de l'activité que nous appelons le marketing social de l'assainissement. C'est quoi le marketing social de l'assainissement? C'est-à-dire nous avons un certain nombre d'ouvrages que nous sommes en train de promouvoir au niveau du quartier, notamment les latrines sont plats et les pilares. Donc ces ouvrages-là rentrent dans l'amélioration des conditions de vie de la population de nos 4 quartiers d'intervention. À travers cette caravane, vous allez voir, on parle des ouvrages d'assainissement et on fait un jeu concours avec des activités connexes, notamment l'assainissement, l'hygiène, le cadre de vie, l'assainissement des ponts d'eau, l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle. Donc le but est vraiment faire en sorte que les gens changent de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement au niveau de la ville de Niamey, particulièrement nos quartiers d'intervention. La population du quartier Kwaratadji témoigne sa reconnaissance à la Fondation ACF pour les actions menées dans leur localité. Car, précise-t-elle, c'est grâce à l'intervention de la Fondation ACF que leur environnement est devenu sain. Financé à hauteur de 443 104 998 francs CFA, ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD relatif à l'hygiène et l'assainissement au Niger. L'ambassade d'Espagne au Niger a offert ce matin un don de lit et de table-banc d'une valeur de 8 700 000 francs CFA à l'orphelinat chrétien Le Bon Samaritain situé au quartier Kwaratadji. Précision dans ce commentaire signé Céline Mekido Jibril et Ibrahim. D'une valeur de 8 700 000 francs CFA, ce don est constitué de 100 matelas, 50 lits superposés, 2 tables à manger, 60 tables-bancs et 20 tables-bancs réhabilités. Il matérialise l'ambition de l'ambassade d'Espagne de soutenir l'éducation des jeunes Nigériens, futurs dirigeants du pays. On a donné un appui à cette ONG, c'est-à-dire on a donné une centaine de matelas et des tables, parce que c'était important pour nous, ça vient de notre cœur, parce que la jeunesse, ça représente toujours le futur d'un pays, surtout au Niger, avec la plus grande jeunesse du monde. Mais le destin du pays reste dans les mains des jeunes. Donc pour nous, c'était très important de surtout soutenir cette génération, qu'ils peuvent recevoir une bonne éducation, qu'ils peuvent bien se reposer. C'est important pour la santé et qu'on peut donner le destin du pays dans leurs mains proprement. Ce don réconforte le cadre de vie des enfants et de l'orphelinat chrétien Bon Samaritain. Pour le coordonnateur de l'ONG ADN Kamna, l'ambassade d'Espagne vient combler un besoin pressant de l'orphelinat. Nos amis de l'ambassade d'Allemagne sont vraiment motivés et qu'ils sont venus en aide et au secours de l'orphelinat. Le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance. Un sentiment de gratitude à l'endroit de l'ambassade d'Allemagne au Niger. Parce que c'est un besoin pressant auquel ils ont pourvu. Le besoin de lits, des chaises, des tables, des matelas. Et cela va vraiment changer le cadre de vie de l'orphelinat, mais surtout aussi des enfants qui sont pensionnaires. L'ambassade d'Espagne est à saluer pour ce geste combien noble, car il met les enfants de l'orphelinat Bon Samaritain dans les conditions meilleures d'épanouissement. Le gouverneur du district 9102 du Rotary Club International a visité hier après-midi l'école Fulankwara 3. Objectif, voir les différentes réalisations effectuées par le Rotary Club International Niamey au profit de cette école. Compte rendu, Kimosebou et Ibrahim. Ils étaient nombreux, les élèves et enseignantes de l'école primaire Fulankwara 3 du Kwaratadji a réservé un accueil triomphal et chaleureux au gouverneur du district 9102 du Rotary International en visite officielle au Niger. Une visite mise à profit pour voir les différentes réalisations faites par le Rotary Club International à la dite école. Présentant son école ainsi que les résultats obtenus aux différents examens, la directrice de l'école primaire Fulankwara 3
à remercier les Rotary pour les énormes réalisations faites à son école avant de mettre quelques doléances. Monsieur le gouverneur, votre présence parmi nous montre notre attachement au même titre que celui du gouvernement de la 7e République à l'école nigérienne pour son rayonnement. Cela va nous droit au cœur. Monsieur le gouverneur, soyez-en rassurés. Vu les efforts fournis par les enseignants de cette école, avec l'appui de nos supérieurs hiérarchiques, à savoir Madame l'inspectrice, les conseillers pédagogiques, etc., nous sollicitons auprès de vous les doléances suivantes. Une clôture pour notre école, un bureau pour la directrice de l'école, des tables-bancs pour les élèves, car nous avons actuellement, n'est-ce pas, 150 tables-bancs pour 984 élèves, avec l'appui du Rotary Club International, des chaises et des bureaux pour les maîtres. Maurice Edor, gouverneur du district 9102 du Rotary International, s'est dit très touché par l'accueil qui lui a été réservé et a réaffirmé l'engagement du Rotary International à soutenir l'école Fulankwara 3. Pour preuve, séance tenante, il a donné des instructions pour que les doléances de la directrice soient étudiées le plus tôt possible. C'est pour moi un réel plaisir de voir le Rotary Club de Niamey s'occuper de l'éducation. Et ce que je viens d'entendre de la part de la directrice montre qu'ils sont sur le bon chemin et que les besoins sont réels. Et Madame la directrice a posé tout à l'heure un problème sérieux. Comment on peut équiper les maîtres, les élèves et l'oublier elle-même? Et immédiatement, j'ai fait le plaidoyer devant la présidence qui a promis très bientôt de vous fournir un bureau. Pour ce qui concerne le matériel didactique, pour les malentendants, je vais conseiller le club à monter également un projet pour que le district puisse vous soutenir pour le financement de ce projet, parce que c'est un projet très important, très intéressant au niveau de l'éducation. Donc nous sommes dans les 6 axes stratégiques que nous avons actuellement au niveau du Rotary International. Je tiens à vous féliciter, parce que moi-même étant enseignant, je sais ce que c'est, enseignant de l'université, mais ça commence par ici. Le Rotary Club International, fidèle à sa tradition d'accompagner l'école Fulankwara 3, l'a doté de 42 tables-bancs, d'un bureau, de 2 chaises pour la directrice, d'une armoire et de 2 classes équipées. Une visite de l'école a sanctionné cette visite du gouverneur du district 9102 du Rotary International. Éducation toujours, l'Union nigérienne des promoteurs des écoles et instituts privés de Maradi a rendu publique une déclaration. Celle-ci est relative à l'imposition des établissements scolaires privés d'enseignement général. Précision avec Yahaya Yadi, secrétaire général de la dite Union. Considérant l'apport inestimable des écoles et instituts des enseignements professionnels privés, considérant que le sous-secteur de l'enseignement utilise beaucoup plus de ressources humaines, considérant que l'État continue de prendre en charge la totalité des salaires de certains établissements, considérant qu'il n'y a eu aucune consultation ni d'études sur le terrain avant la réduction du projet des impôts sur les écoles privées, considérant que cette loi a été prise sur la base des recettes de quelques grandes écoles de la capitale financées par l'extérieur, nous, promoteurs des écoles et instituts privés réunis au sein de l'UNIPEP, l'Union nigérienne des promoteurs d'écoles et instituts privés, faisons la déclaration de la teneur suivante. À l'endroit du gouvernement, nous demandons 1. L'abrogation pure et simple de l'article 5 alinéa 14 de la loi des finances numéro 2264 du 20 décembre 2012 donnant lieu à l'imposition des établissements scolaires privés d'enseignement général. 2. Mais nous demandons le paiement de tous les arrêts de subventions et leur reconduction pour tous les établissements qui remplissent les conditions.
3. Le rehaussement du volume des boursiers de l'État orienté dans les établissements professionnels et la décentralisation du système de règlement des factures. À l'endroit des autorités locales, l'accélération des procédures d'octroi des terrains aux écoles privées, la cessation des fermetures des établissements scolaires par les services des impôts, l'implication des autorités académiques, à savoir DRES, DREP, DREN, etc., dans la résolution du problème de l'impôt, en rappelant aux autres démembrements de l'État le caractère social de l'école et son déclassement industriel. À présent, revenons à Niamey pour la clôture cet après-midi de la conférence débat portant sur le journalisme sensible au conflit. Organisée par la Deutsche Welle Academy à l'intention des journalistes, cette formation a permis aux journalistes bénéficiaires de renforcer leurs connaissances sur cette thématique. Nous retrouvons Hima Sebou Moukela Tidjani pour le compte rendu. Après 3 jours de travaux ayant porté sur plusieurs thèmes relatifs au journalisme sensible au conflit, la conférence débat initiée par la Deutsche Welle Academy à l'intention des journalistes venus de l'intérieur du pays et de la sous-région a clos ses assises. Pour Eric Unsou, formateur, cette formation vient ainsi sanctionner le programme 2014 de la Deutsche Welle au Niger. Cette conférence débat a eu pour objectif de faire un point, un bilan donc, sur ces 2 ans au cours desquels d'instances activités ont été menées, notamment des activités de formation, mais aussi des activités d'études, des voyages d'études et d'échanges entre collègues, la formation d'un pool de formateurs, donc de façon à ce qu'on soit réellement dans une logique de durabilité pour qu'à l'issue de ce projet, il y ait sur place au Niger des formateurs compétents qui puissent continuer à former leurs confrères et leurs consoeurs sur le thème journalisme sensible au conflit. Les participants apprécient cette formation qui vient renforcer leurs connaissances sur le journalisme sensible au conflit. J'ai retenu beaucoup de choses au cours de ces 3 jours de cette conférence débat. Nous avons suivi des exposés de la part de 3 panélistes, à savoir Abdelman Soumane, le président du CSC. Il y a aussi l'exposé de Boubacar Jallo, Albert Chaibou et Boubacar Gambomi. J'ai donc retenu beaucoup de choses et c'est un sentiment vraiment de satisfaction. De cette formation, c'est que la Deutsche Welle Academy a beaucoup fait pour la pacification de la presse, pour que les journalistes nigériens, mais aussi maliens et burkinabés puissent couvrir les conflits qui existent dans leur pays de façon plus impartiale, de façon plus neutre, et qu'il y ait beaucoup plus de sensibilité par rapport à ces conflits dans leurs articles, leur production radiophonique. L'appel que j'ai à lancer, c'est que la Deutsche Welle Academy doit perpétuer ce genre de formation et ce genre de programme, parce que des pays comme le Niger, le Mali, on en a toujours besoin, dans la mesure où on fait toujours face à des petits conflits frontaliers ou des petits conflits communautaires. Donc le rôle des médias est très important et les médias de ces 3 pays-là, le Mali, le Burkina et le Niger, ont vraiment besoin de l'appui de la Deutsche Welle Academy. À l'issue de ces 3 jours, un réseau national de journalistes sensibles au conflit a été mis en place. Ces réseaux devraient désormais s'intéresser au conflit avec la plus grande vigilance, surtout dans ce contexte actuel où nos pays sont exposés à plusieurs sortes de conflits. Vous l'ignorez peut-être, mais le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est donc pour sensibiliser la population sur ce fléau que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a initié cette conférence débat suivie d'une projection de film au Centre culturel américain de Niamey. Précision dans ce commentaire de notre stagiaire Khadija Bourema et Moukela Tidjani. SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales est une ONG qui lutte contre toutes les formes de violences sexuelles qui sont infligées aux femmes et aux jeunes filles. À l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, SOS FEV a initié cette conférence débat suivie d'une projection de film éducatif intitulé « Une minute de plaisir, temps de vie détruite ».
une manière pour cette ONG de réduire les impacts des violences faites à l'égard des femmes. Nous devons tourner notre regard vers l'avenir, c'est-à-dire vers nos enfants, nos filles et nos fils qui constituent la relève et l'espoir de demain. Les jeunes filles doivent pouvoir aller à l'école et ou se former sans subir quelque violence que ce soit. Je lance un vibrant appel à toutes les composantes de la société, ONG, gouvernement, leaders d'opinion, parents, jeunes enfants, pour qu'ils s'investissent davantage dans la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre pour redonner ou faire retrouver à la famille toute la place qu'elle mérite dans une société sans violence. Suite à une enquête réalisée en 2010 par l'Institut national de la statistique, il ressort que les violences sexuelles occupent la deuxième place sur l'échiquier des violences après celles physiques, avec un taux de 28,3% et 43% respectivement. C'est pourquoi le conseiller technique de programme de cette ONG appelle au respect des droits des femmes et même des enfants. La violence faite aux femmes restreint est un des droits fondamentaux de la personne humaine, le droit à la sécurité. Elle menace la liberté de mouvement, d'expression et d'association. Elle mine la confiance et l'estime de soi. En plus, elle rabaisse la dignité humaine. Vous conviendrez avec moi que c'est par la lutte contre les violences basées sur le genre, sous toutes ses formes, notamment les violences sexuelles, que nous pourrons et devrions édifier un monde plus juste, une société plus solidaire, plus fraternelle pour nos enfants et pour les générations futures. La lutte contre les violences basées sur le genre doit être soutenue par toutes et par tous, et chacun doit se sentir concerné, quel que soit son niveau de responsabilité. Rendant hommage à cette organisation non gouvernementale, singulièrement à cette présidente, Mme Kabiru Mariama Moussa, lauréate du prix Women for Change de la Fondation Orange, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Eunice Reddick, a salué cette distinction. Elle n'a pas manqué de réaffirmer le soutien des États-Unis à accompagner ses efforts pour la défense et la promotion des droits humains en général. Et puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée au point de presse animé ce matin par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, un point de presse relatif à la mise en liberté provisoire de 16 présumés coupables impliqués dans l'affaire de bébés importés. Marou Amadou a également apporté certaines précisions sur le cas de la femme de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, écrouée à la prison civile de Kono. Très bonne réception et très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Il s'agit naturellement de la question dite de supposition de bébé qui, après l'arrêt de mise en liberté provisoire de certaines personnes dans ce dossier, hier 25 novembre 2014, continue en dépit des éclaircissements peut-être très techniques du procureur général près la cour d'appel de Niamey, n'a pas fini de faire débattre. Et cela, je crois, essentiellement pour deux raisons. La première, on se demande pourquoi cette décision est-elle tombée juste au lendemain du remplacement de M. Hama Amadou à la tête de l'Assemblée nationale. La deuxième question majeure, pourquoi Mme Hama Amadou Hadiza, elle, continue de garder prison alors que certains de ses co-détenus dans la même affaire ont bénéficié de liberté provisoire hier. Que globalement cette affaire est politique, comme ils l'ont toujours pensé et clamé, que le régime est derrière cette mascarade, s'empresse-t-il de conclure. À ces interrogations comme à ces conclusions, je voudrais dire 2 à 3 choses que je confirme. Je persiste à dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre
des deux événements du 24 novembre et du 25 novembre, c'est-à-dire l'élection de M. Amadou Salifou au perchoir de l'Assemblée nationale et la mise en liberté provisoire de certaines personnes dans le dossier de supposition d'enfants. Que cette question, et il faut le croire, la décision d'hier 25 novembre ne relève ni du parquet, a fortiori du gouvernement. Qui plus est, et je voulais le rappeler ici, le parquet s'est opposé à cette mise en liberté provisoire, d'autant que pour le ministère public, cette affaire reste gravissime et n'a pas cessé de causer un trouble grave et persistant à l'ordre public, sans compter que l'affaire est presque bouclée et sera incessamment jugée. Et du reste, il faut qu'au Niger, et une bonne fois pour toutes, on s'entend sur une chose. Liberté provisoire n'est pas relaxe. Elle n'est pas une liberté définitive. Car pour ceux qui l'ignorent, vraiment pour ceux qui l'ignorent, après le jugement de cette affaire, ceux qui seront condamnés, comme vous savez, c'est un délit pour lequel les personnes prévenues peuvent être condamnées à plusieurs années d'emprisonnement. Alors, à ma connaissance, les personnes qui sont dans ce dossier n'ont pas fait un an d'emprisonnement. Si donc, après jugement, ces personnes sont reconnues coupables et condamnées à des peines d'emprisonnement supérieures au temps qu'ils ont passé en prison, ces gens-là retourneront en prison pour purger le reste de leur peine. Il faut que ça soit très clair. S'agissant maintenant de Mme Hama Amadou, le procureur général l'a dit, mais je le répète ici, son avocat, toujours lui, qui d'exception en exception fait en sorte que l'affaire de la pauvre dame se retrouve à la Cour de cassation, son dossier n'a pas été examiné hier par la Cour d'appel. Vous l'avez entendu, il dit que le juge d'instruction est radicalement incompétent pour connaître de cette affaire. Dit-il, le Nigérian ne s'est pas plaint, personne au Niger ne s'est pas plaint. Ma foi, n'importe quel citoyen peut dénoncer une infraction et qu'elle puisse être poursuivie. Et que de ce fait, le juge saisi de l'affaire reste compétent pour en connaître. Je trouve que ce monsieur, et bien sûr, ceux qui veulent politiser cette affaire, font des commentaires malheureux et vraiment, pour ne pas dire ridicules, dans cette affaire, puisque lui, je crois, il en fait un fonds de commerce, à la fois financier et politique, au lieu d'en faire un sacerdoce, donner les meilleurs conseils à ses clients pour qu'ils en sortent au mieux de ce que la loi permet dans notre ordonnancement juridique. Et c'est valable pour toutes les affaires du reste qu'il a traité depuis bientôt 3 ans, où il confond son statut d'opposant politique à son rôle d'avocat. Alors, je voudrais vraiment dire que Maître Souley, vous l'avez entendu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sur une chaîne étrangère, persistait à faire croire que dans toutes les personnes poursuivies, seule sa cliente n'a pas été mise en liberté. Vous avez suivi ce matin. Je trouve que plus qu'un mensonge grossier, c'est une manipulation grotesque de l'opinion internationale et nationale sur cette affaire. Puisque, vous le savez déjà, beaucoup de personnalités restent encore en prison dans cette affaire.
que le sieur Alio, qui était, disons, le cerveau de cette affaire, lui, parce que les comptes rendus que j'ai eus, si la Chambre d'Ac a accédé à ces demandes de mise en liberté, c'est simplement dire que ces gens ont une garantie de représentation et que donc ils ne sont pas susceptibles de fuir et que comme par ailleurs, vous le savez, la liberté reste la règle, la détention d'exception. Lui, parce que cette Chambre d'Ac qui reste, et je dois le dire ici, seul juge de cette affaire d'hier et seul donc responsable de ce qui est arrivé hier, a rejeté lui sa demande. Et plus que lui, il y a plusieurs autres personnes qui sont donc au niveau de cette prison de Saï et vous pouvez le vérifier. Et je crois que nous devons cesser au Niger de mettre les uns au-dessus des autres. L'état de droit, la République, c'est l'égalité des personnes. Il n'y a pas la liberté de quelqu'un d'autre qui soit supérieure à celle d'un autre. Parce que tout ce bruit, c'est parce qu'elle, la dame Hama Hadiza, n'est pas libre. Donc, c'est le gouvernement qui a manœuvré ça. Nous défions, qu'il soit juge ou avocat, qu'il soit simple citoyen, qui peut attester que dans cette affaire, puisque le gouvernement, c'est de moi qu'il s'agit, je suis le représentant du gouvernement, que nous, on a intervenu de près ou de loin dans cette affaire de mise en liberté provisoire. Tous les Nigériens sont mis au défi pour apporter cette preuve. Mais nous restons sereins. Personne ne saura ni jamais si ça nous a plu ou si ça ne nous a pas plu. Parce que dans les affaires judiciaires, nous avons une obligation absolue de neutralité. Même dans la poursuite, c'est une obligation de la loi. Nous le ferons quand c'est porté à notre connaissance. C'est la loi qui nous y oblige. Ne pas le faire est une faute grave pour un ministre de la Justice, pour tout membre du gouvernement, pour tout citoyen au demeurant. Alors, je suis désolé, nous n'acceptons pas cette singularisation du cas. Ici, son cas est singulier et je crois pouvoir le dire. C'est que peut-être de toutes les femmes, c'est la seule dont le mari a décidé de l'abandonner dans cette épreuve. C'est la seule singularité. Les juges ont-ils tenu compte de ça pour dire que toi, ton mari a fui, on ne t'accorde pas? Je n'en sais rien et du reste, hier, son dossier n'a pas passé. Il semble que son dossier a passé il y a quelques semaines. Cette question a-t-elle pesé dans cette affaire? Je n'en sais rien. Et dans tous les cas, mon intime conviction est que si d'autres ont reçu la liberté provisoire dans cette affaire, elle aussi a droit légitimement à en bénéficier. C'est mon point de vue, mais je ne suis pas juge. Alors, je voudrais vraiment, pour terminer, vous informer que, comme je l'ai dit plus haut, cette affaire est presque bouclée. Et c'est pour ça, malgré que le ministère public a décidé de se pourvoir en cassation contre cette décision de la Chambre d'Ac, de la Chambre d'accusation, nous l'avons instruit de renoncer à ce pourvoi. Pour une raison simple. Comme pour le cas de Mme Hamma, si les dossiers vont en cours de cassation, ils vont passer leur mois avant de revenir et être jugés. Notre souhait est que cette affaire grave, qui met en jeu, et vous le savez, la vie et l'avenir de pauvres enfants, soient vite traités pour que nous soyons tous fixés sur le sort à la fois des personnes qui sont impliquées dans cette affaire que des pauvres enfants innocents qui sont dans cette affaire.
Voilà la raison pour laquelle, sans que nous, au ministère public, nous partagions cette décision, nous avions décidé, comme c'était normal de le faire, parce que c'est contre les réquisitions du parquet que la chambre d'accusation a pris cette décision, nous avons renoncé à nous pourvoir en cassation. Justement que cette affaire soit le plus vite possible jugée. Tout état de cause. Pour conclure, je réaffirme ici, je le répète, cette affaire, si elle a eu des répercussions politiques qui ont pu plaire à certains et déplaire à d'autres, n'a à ses origines aucun caractère politique. Ce dossier reste un dossier de droit commun. Nous le répétons, mais de média en média, d'interview en interview, de commentaire en commentaire, on veut absolument faire croire que c'est un complot, c'est un acharnement contre une seule personne. Vraiment, pour une seule personne, tant de personnalités dans ce pays auraient été poursuivies et écrouées. S'il est vrai, et c'est quelque chose que notre majorité parlementaire assume, elle n'a pas accepté que l'ancien président de l'Assemblée, M. Hamamadou, devenu en cours de chemin un opposant farouche à la majorité qu'il a portée au perchoir, et qu'ils ont décidé, et ils étaient prêts à persister à le débarquer, que pour cela, on est parti inventer des choses. Vraiment, je pense et je compte sur vous pour que les commentaires soient sereins, pour qu'on distingue les choses. La majorité parlementaire est sans doute très heureuse qu'ils aient pu remplacer un opposant qui ne devait plus l'être à la tête de la majorité parlementaire. Et à l'hémicycle, il ne doit pas l'être. Et ça n'existe dans aucune démocratie au monde, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Angleterre. C'est les plus vieilles démocraties. Vous redevenez opposant à la tête de l'Assemblée. Évidemment, il faut des écritures comme nos écritures constitutionnelles qui exigent la majorité absolue au lieu de la majorité simple pour que la personne persiste à rester président de l'Assemblée. La majorité parlementaire aurait continué à chercher à le débarquer par d'autres moyens, mais pas en inventant, pas en mentir. Mais comme, et c'est ce que nous croyons, eux étaient capables de tels actes ignobles, ils pensent que tout le monde en est capable. Non. En termes d'éthique, en termes de morale, entre eux et nous, c'est le jour et la nuit. Il faut donc que nous acceptons que cette affaire est une seule affaire, est une malheureuse affaire arrivée à notre pays. Nous ne l'avons pas voulu. Elle a eu une fois de plus ses conséquences qui ont pu plus plaire à certains et déplaire à d'autres. Mais ça s'arrête là. Si beaucoup de Nigériens ne connaissent que M. Hamamadou, les autres sont connus par aussi tant d'autres Nigériens qui étaient malheureux, même si on ne parle pas d'eux, ils étaient en prison. Barika Dunia TV. I'm the bunch. Or skip on the country, make first call me. I have a confession. Don't take it personal. I got a confession. Oh, so you gotta listen. Oliver Twist. You're watching Dunia TV, national and international. Don't talk that down. Qu'est-ce qu'il y a? Applaudissez. Merci beaucoup.
Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile. Inépuisable, insaisissable, son histoire est celle d'un personnage qui aura été insondable même par ses proches. Le grand éléphant lunatique de Seyni Kounté tient toujours et toujours à son mot à dire. Surtout, les périodes sombres de gestion du Conseil militaire suprême et quelques zones d'ombre incomprises par les Nigériens. Bonkano quitte le Niger après échec de sa tentative de renverser Seyni Kounté le 6 octobre. Comment s'est organisé ce simulacre de putsch presque réussi? L'entretien à domicile se propose de faire toute la lumière sur l'audace de notre Bonkano. Pour ce faire, un deuxième numéro lui a été consacré. Comment vous vous portez? Ben, je me porte bien. Vous avez disparu, vous êtes à Niamey? Vous savez, on ne peut pas faire comme l'éléphant qui va traîner seul, tout seul, bladé, dans la brousse ou ailleurs, tout seul, c'est pas bon. Maintenant, je suis un peu votre tour de certaines de nos générations où je devais aller causer, par exemple, Bonkal Arna, mais vous avez vu, difficilement de les sortir même dans la maison pour les amener au salon. Je les sais, mais je l'ai attaqué, c'est un Zermaganda. C'est tout ce qui reste le bras, maman et tout ça là qui viennent très souvent lui aussi ici. Donc il faut maintenant rester à la maison. Alors, le 10 novembre, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la disparition de votre ami, le président général Seyni Kounté. Le 10 novembre, vous étiez encore en exil, si je me rappelle bien. Oui, mais j'étais en Côte d'Ivoire quand il est décédé. Il était en Côte d'Ivoire. Et comment vous avez appris sa disparition? J'ai un ami togolais qui a appris, donc, bon, on a été, vous savez, les nouvelles tournent de plusieurs façons. On a appris une suite au palais au cours de, je crois, de vœux.